Bienvenue à cette quatrième présentation sur Karma. Et aujourd'hui, on va entrer au cœur du sujet. Donc, lorsqu'on analyse une entreprise, il nous faut trois paramètres. Le premier, ça va être le risque. Deuxièmement, ça va être les flux de trésorerie. Et troisièmement, ça va être la croissance. Donc, c'est les trois variables principales qui influencent la valeur d'une entreprise. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le risque. Et dans la prochaine vidéo, on va se concentrer sur les deux autres paramètres. Donc, lorsqu'on pense au risque, on va commencer par la première étape qui est, il nous faut un taux sans risque, right? Un taux auquel le risque est relativement zéro pour voir investir dans cet actif-là, combien ça rapporterait. Puis ensuite, puisqu'on investit dans une entreprise, on va ajouter des niveaux supérieurs. Donc, on va commencer la première étape, l'étape numéro 1. Donc, le taux sans risque. Donc, puisque Karma est une entreprise américaine et a ses flux de trésorerie en dollars américains, on va commencer par le UST 10Y, donc les bons du Trésor à 10 ans du gouvernement américain. Donc, en date d'aujourd'hui, ils étaient à 4,47%. Toutefois, donc, le gouvernement américain, même s'il est reconnu comme étant un gouvernement fiable, n'est pas un gouvernement parfait, right? On peut regarder le ratio dette-PIB. Donc, on voit que c'est un ratio qui peut être dans les 120-130%. Donc, le risque de défaut n'est pas impossible aux États-Unis, right? Et donc, on va venir soustraire le risque de défaut aux États-Unis. Et donc, ça, on peut l'obtenir via un outil qui s'appelle les CDS, donc les Credit Default Swap. Et donc, c'est seulement, c'est pour, vous pouvez le voir comme une assurance pour se protéger dans l'éventualité d'un défaut. Donc, aujourd'hui, les CDS pour les États-Unis se négocient à 51 points de base. Et on va également assumer un taux de recouvrement à 40%. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre notre CDS et on va le diviser par 1 moins le taux de recouvrement, ce qui va nous donner 0,86%. Donc, ça, c'est la probabilité que sur les 10 prochaines années, le gouvernement américain fasse défaut en assumant un taux de recouvrement de 40%. Donc, on a notre 4,47. On va venir réduire le risque d'investir aux États-Unis, le risque pays, pour obtenir notre taux sans risque. Donc de 3,61. Donc ça va être vraiment notre premier paramètre de base qui va sur lequel on va baser l'ensemble de la suite. Donc, par la suite, notre étape numéro 2, c'est qu'on va vouloir réfléchir à, puisque on n'investit pas dans des obligations, right? On investit dans des actions, des fonds propres, une entreprise. Donc, c'est quoi la prime qu'on va exiger pour investir dans des actifs qui sont plus risqués, right? Donc, on va utiliser le Implied Equity Risk Premium. Et donc, certains analystes ou certains gestionnaires peuvent utiliser le risque historique, mais il y a plusieurs lacunes avec ce modèle-là. Donc, le risque le plus important est seulement que la volatilité entourant ce chiffre historique-là peut être très élevée. Donc, par exemple, supposons que sur les 100 dernières années, le spread entre la performance des actions et des obligations était de 4%. Supposons qu'on a un taux, une volatilité de 2%, right? Un écart type de 2%. Eh bien, pour avoir un intervalle de confiance à 95%, donc 2 écarts types, ça ferait en sorte qu'on devrait choisir un chiffre qui est entre 1 et 10%. Donc, ça veut rien dire, right? Donc, c'est pour ça qu'on va réfléchir à une autre méthode pour évaluer le risque d'investir
dans des actions plutôt que des obligations et on va utiliser le Implied Equity Risk Premium. Donc, la logique derrière ce modèle-là, c'est qu'on va regarder ce que les investisseurs sont prêts à payer aujourd'hui dans le marché pour les rendements futurs. Donc, j'ai mis une petite photo en bas pour dévoiler un peu comment ça fonctionne. C'est un peu très similaire à une obligation. Donc, la valeur aujourd'hui va être le niveau de l'indice boursier. Donc, par exemple, le S&P 500. Ensuite, les cash flows anticipés. Donc, cash flow, on va considérer dividendes, right? Parce que des entreprises du S&P 500 paient des dividendes. Et les buybacks, donc lorsque l'entreprise, le rachat d'actions. Donc, les deux ensemble vont être nos cash flows anticipés. Et on va aussi anticiper la croissance de ces cash flows-là, donc dividendes et rachat d'actions. Et donc, on a déjà des données, c'est assez suivi sur Wall Street, la croissance des bénéfices pour les 2 prochaines années. Pour 3, 4, 5 ans par la suite, c'est un petit peu plus difficile, mais on sait qu'à long terme, le G qu'on a ici, la croissance de long terme, ça, on a une bonne idée de qu'est-ce que ça va être, right? Parce que la croissance des bénéfices ne peut pas être supérieure à la croissance de l'économie à long terme, right? Sinon, suppose que vous avez une société qui croît à 10% indéfiniment et que l'économie croît à 4%, à quelque part dans le temps, la compagnie va devenir plus grande que l'économie entière. Donc, ça ne fait pas vraiment de sens. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir caper au taux de croissance à long terme la croissance des bénéfices pour ce modèle-là. Et donc, on va caper ça environ à notre taux sans risque. Et tout ce qui va nous rester à faire, c'est de résoudre pour R. Hein? On va avoir l'indice aujourd'hui, les cash flows, la croissance des cash flows et la croissance à long terme. Donc, tout ce qui va rester, c'est le R. Et donc, ça, on peut utiliser le solver sur Excel pour résoudre ce problème-là. Donc, pour le mois de mai 2025, le spread entre ce que les investisseurs s'attendent à recevoir comme rendement supplémentaire par rapport au taux sans risque est de 4,58%. Donc, on a notre taux sans risque. Ensuite, on a le rendement attendu supérieur au taux sans risque de 4,58. Personnellement, je vais ajouter aussi une prime pour le pays. Donc, pourquoi? Right? Donc, lorsqu'on se penche sur cette question-là, on veut savoir est-ce qu'il y a un risque pour une entreprise de faire affaire dans un pays particulier. Right? Et donc, pour Karma, ce pays-là va être les États-Unis. Donc, comme vous pouvez voir sur la petite image à l'écran, l'ensemble de sa production est aux États-Unis. Et l'ensemble de ses ventes sont à l'armée américaine ou à des entités américaines. Donc, ce qui fait en sorte que Karma est une entreprise très exposée, right, aux États-Unis. Et donc, c'est pas une mauvaise chose en soi, mais lorsque on regarde, par exemple, les entreprises du S&P 500, 2024, on remarque que 72% de leurs ventes étaient aux États-Unis ou de leur exposition était aux États-Unis, tandis que 28% étaient à l'international. Ce qui fait en sorte que Karma a une surexposition aux États-Unis comparé aux marchés internationaux, comparé au S&P 500, right? Donc, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va créer un lambda. OK, le lambda, c'est très simple. C'est qu'on va prendre l'exposition que Karma a aux États-Unis par rapport à l'exposition moyenne des entreprises du S&P 500. Donc, ce qui nous fait, on fait 100 divisé par 72. Ça nous fait 1,39. Et on va multiplier ça par ce risque pays-là. Donc, comme on a vu tantôt, le risque de défaut du gouvernement américain. Donc, ce qui nous fait un risque pays de 1,2%
pour Karma, pour sa surexposition aux États-Unis. Donc là, on a vu le taux sans risque, on a vu combien que les investisseurs demandent pour investir dans des actions aux États-Unis par rapport au taux sans risque. On a vu le risque pays. Et maintenant, on va se pencher sur le bêta. Donc, le bêta, il y a plusieurs façons de l'estimer et honnêtement, il n'y en a pas une ou mauvaise. Donc, ça va être le risque de Karma par rapport au marché, right? Donc, j'ai utilisé 3 façons de le faire. Donc, le premier, ça peut être Karma est dans l'industrie aérospatiale et défense. Donc, c'est quoi le bêta pour ce secteur-là? Right? 1. Donc, bouge de la même façon que le marché. Il est autant risqué que le marché. 2. Karma n'est pas ce qu'on appelle un prime, donc un grand contracteur, mais plutôt un sous-contracteur. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris un échantillon de sous-contracteurs, toujours dans le domaine d'aérospatial, espace et défense, et on voit que le bêta, les sous-contracteurs sont des entreprises qui sont plus risquées en général que le secteur en entier. Donc, ensuite, notre but, premièrement, d'avoir le... donc, premièrement, oui, j'ai peut-être oublié de mentionner que c'est un bottom-up bêta et qu'on ne fait pas juste prendre les bêtas qui sont sur les plateformes financières. La principale raison, c'est, comme qu'on a vu, un petit peu plus haut par rapport au taux de risque historique entre les actions et les obligations, c'est que la volatilité ou l'écart type sur le bêta est très élevé. Donc, on fait face au même problème. Et donc, c'est pour ça qu'on va venir le construire de la base. Donc, on va prendre un bêta du secteur ou d'entreprise, d'un échantillon d'entreprise qui ressemble à Karma. Ensuite, on va éliminer le levier financier, donc le debt to equity ratio, c'est une façon de fonctionner. Donc, on voit que, par exemple, pour le secteur aérospatial, pour les grands joueurs, le ratio d'endettement est plus faible, tandis que chez les sous-contracteurs, c'est plus élevé. Et donc, on va prendre le risque du secteur, on va venir ôter le levier financier, et on se retrouve ici, comme par exemple, avec un point milieu de 0,78. Ça va être notre point de départ. Par la suite, ce qu'on va chercher à faire, c'est de remettre le levier financier, mais pas du secteur, mais le levier financier qui appartient à Karma. Right? Donc, ça nous amène ensuite à notre prochain tableau. Et donc là, on va aller voir dans les états financiers de Karma. OK, c'est quoi sa dette? C'est quoi les fonds propres que l'entreprise a? Donc, Karma a 3 types principaux de dettes. Donc, les operating lease, les finance lease et les prêts de plus long terme. Et donc, un des problèmes en prenant uniquement ce qui est dans les états financiers, c'est que c'est des valeurs comptables, right? Et tandis que ce n'est pas les valeurs réelles de la dette. Hein, dans le sens, si vous avez, par exemple, de la dette, mais que c'est seulement payé dans 10 ans, ben, la valeur de la dette va être probablement moindre, right? Juste à cause que la valeur de l'argent à travers le temps change, right? Donc, ce qu'on va venir essayer de faire ici avec notre dette, c'est qu'on va essayer de créer une énorme obligation et on va ramener la valeur de cette obligation-là à la valeur d'aujourd'hui, right? Donc, la valeur totale des différentes entités, ça nous fait une dette totale dans les livres de Karma de 421 millions ou 422 millions avec différents flux temporels, right? On voit que les finance lease ils ont ont une durée plus élevée que, par exemple, les prêts qui ont été octroyés à Karma. Les taux sont différents aussi. Donc, on va venir tout mettre ça en œuvre pour trouver
une durée pondérée de la dette. Donc, la durée pondérée de la dette, ça va être, on multiplie le pourcentage de la dette par le temps, right, qui reste à écouler à ces emprunts-là. Ensuite, le coupon pondéré de la dette, ça va être le taux multiplié par le pourcentage. Donc, on a notre dette non ajustée. Et là, il nous faut un taux d'actualisation. Donc, notre taux d'actualisation, on va reprendre certaines des mêmes valeurs qu'on a vues précédemment. Donc, le taux sans risque, notre risque de défaut pour être aux États-Unis, et un spread. Donc, puisque Karma est une entreprise, il faut un différent spread pour l'actualiser. Et on va voir un petit peu plus tard ce spread vient d'où. Ce qui nous donne un taux d'actualisation de 7,69. Et donc, la valeur au marché de la dette va être de 427 millions. Donc, vous pouvez vous demander, 427 millions, c'est plus élevé que ce qu'il y a dans les livres. Oui, c'est possible, mais on peut aussi voir que le coupon pondéré de la dette va être plus élevé que le taux d'actualisation. Donc, ça serait logique que la dette générale de Karma se négocie à une prime par rapport à la valeur aux parts. Et par la suite, on a le shareholder equity, ce qui va nous, lorsqu'on divise la dette par le shareholder equity, on va avoir un ratio de 1,22. Donc, ça, c'est le ratio dette à l'équité de Karma, dette ou fonds propres de Karma. Et lorsqu'on multiplie notre point milieu qu'on a vu précédemment, notre bêta sans effet de levier, on multiplie par l'effet de levier de Karma, on obtient un bêta de 1,56. Et donc, c'est quand même assez logique, notamment parce qu'il y a 3 grands déterminants du bêta, right? Premièrement, la nature du produit et service offert par Karma, donc qui est non discrétionnaire majoritairement, right? Hein? Comme qu'on a vu dans les 3 précédentes vidéos, les clients de Karma ne pourraient pas avoir leurs opérations sans ces produits-là, right? Que ce soit la protection des structures, que ce soit la séparation des étages, donc des produits que les clients de Karma ne peuvent pas se passer. Toutefois, on voit que c'est vraiment le fort levier financier de 1,22 comparativement à 0. Donc, on voit que le levier financier de Karma est à 1,22, tandis que pour le secteur de l'aérospatial total, on était à 0,23 et que même pour des sous-contracteurs, on était à 0,8. Donc, Karma a un effet de levier qui est beaucoup plus élevé et c'est quand même assez logique parce que Karma a subi ce qu'on appelle un leverage buyout, donc avait été acheté par une entreprise de capital investissement. Généralement, c'est fait avec la dette et ensuite, c'est la compagnie qui est acquérie qui essuie une partie de la dette. Donc, ça fait du sens, mais il faut garder ça en tête quand on va analyser le risque de Karma. Et ce qui nous amène à notre 4e étape. Donc là, on va vraiment regarder le coût des fonds propres, le coût de la dette et le coût du capital, right, qu'on va utiliser dans notre évaluation. Donc, le coût des fonds propres, le taux sans risque, multiplié par le bêta, multiplié par le Equity Risk Premium, multiplié par le Lambda Operation Weighted CRP ou juste le CRP qu'on a déjà calculé. Donc, comme on peut voir ici, on a notre taux sans risque, on a notre bêta qu'on vient de voir, notre Implied Equity Risk Premium, on a notre Country Risk Premium, et lorsqu'on met tout ça ensemble, on a un coût des fonds propres à 11,9%. Mais, on veut aussi connaître le coût de la dette de Karma. Donc, le coût de la dette, c'est vraiment si Karma devait se financer aujourd'hui, combien ça serait quoi le taux qu'elle devrait payer? Donc, le taux sans risque, le risque de défaut et le risque de défaut pour Karma. Right? Donc, on a notre taux sans risque, le risque de défaut payé, on l'a déjà vu au courant de la présentation, et le risque de défaut de Karma, ça c'est assez intéressant parce qu'on peut l'amener de plein de différentes façons. Donc, par exemple, est-ce que vous seriez plus, oh, je vais regarder la cote de crédit de Karma,
et je vais regarder historiquement quels ont été le spread pour ce niveau de crédit-là. Donc, par exemple, la cote de crédit B+, Karma, coté par S&P. Donc, historiquement, on a un spread de 3,14. Ensuite, on peut aller sur Fred. Hein? Qu'est-ce que le marché aujourd'hui assume comme spread pour des compagnies qui ont une cote de crédit de B, ce qui est le cas de Karma, B+, en fait, mais donc 3,22. Ou est-ce qu'on peut regarder une mesure plus synthétique du risque, right? Donc, par exemple, on va regarder l'EBIT divisé par le paiement d'intérêt. Donc, mais encore une fois, ça peut poser plein de questions. Est-ce qu'on prend celui des 12 derniers mois? Dans le cas de Karma, on avait un EBIT de 63, presque 64 millions et une dépense d'intérêt de 51 millions. Il nous fait 1,25. Est-ce qu'on prend la moyenne des 3 dernières années? Pour Karma, c'était 0,9. Et est-ce qu'on prend le dernier trimestre? Pour Karma, c'était 0,8. Donc, il y a plein de choix qu'on peut faire pour déterminer le risque de défaut de l'entreprise. Pour ma part, j'y vais avec ce que le marché. J'essaie de vivre dans le moment présent et de prendre la valeur que le marché me donne. Donc, je vais prendre le 3,22. Et vous remarquerez que c'est aussi le taux qu'on a utilisé, le spread, lorsqu'on a actualisé la dette de Karma. Donc, en associant ces trois valeurs-là, on a un coût de la dette de 7,7% et une valeur au marché de la dette de 427 millions. Donc, par la suite, on va prendre ces deux mesures-là et on va établir notre coût du capital. Donc, le coût du capital, ça va être seulement le coût des fonds propres multiplié par le poids des fonds propres plus le coût de la dette. Ensuite, on va soustraire, on va seulement pondérer le coût de la dette par les bénéfices qui peuvent être engendrés par la dette. Donc, il y a un effet fiscal qu'il faut prendre en considération. Et ensuite, on multiplie par la valeur, le poids de la dette sur l'ensemble. Donc, on arrive au final avec, et je pense que vous pouvez le voir dès maintenant, que la valeur au marché des fonds propres. Lorsqu'on regarde le market cap de Karma, on est à un market cap de 5,4 milliards de dollars et on a une valeur au marché de la dette de 427 millions, ce qui va faire que le coût du capital va être fortement orienté vers le coût des fonds propres, right? Et on peut le voir, le 11,5% tend vraiment plus vers le coût des fonds propres que le coût de la dette. Donc, c'est le coût du capital de 11,5, c'est le coût du capital qu'on va utiliser dans notre prochaine vidéo pour actualiser les flux de trésorerie futurs de Karma afin d'obtenir une valeur aujourd'hui de ce que vaut l'entreprise. Donc sur ce, merci beaucoup d'avoir été là et à la prochaine.